Pour que nature vive. Pour que nature Pour que vive. nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Donc les oiseaux sont des dinosaures, donc les dinosaures n'ont pas disparu. Un néandertalien d'il y a 50 000 ans, un homme de Cro-Magnon ou tout le monde, aujourd'hui sur Terre, on a le même ordre de capacité intellectuelle. À partir du moment où on bascule dans le néolithique, la richesse matérielle va prendre beaucoup d'importance. Les sons du vivant ont un effet positif sur notre santé. On sait aujourd'hui qu'il existe des résidus de pesticides dans la plupart des captages d'eau potable qu'on n'arrivera pas à enlever. La biodiversité, c'est un enrichissement pour les citadins qui habitent la ville. C'est les 3/4 de la masse vivante des insectes qui a disparu en l'espace d'une trentaine d'années. Voilà, c'est le vivant comme une solution et les mécanismes écologiques comme des moyens d'action. Comment l'histoire des dinosaures éclaire notre présent. Avec Ronan Alain. On croit tout savoir des dinosaures, leur règne flamboyant et leur extinction brutale, balayée par une météorite laissant la scène libre aux mammifères. Mais ce scénario bien connu est-il totalement confirmé aujourd'hui ? Pour le savoir, nous allons remonter le temps avec Ronan Alain, paléontologue au Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour. Bonjour. On parle toujours de la disparition des dinosaures, mais est-ce que c'est exact ? Autrement dit, est-ce que les dinosaures ont tous vraiment disparu il y a 66 millions d'années ? Alors la réponse est très paradoxale parce que finalement maintenant tous les scolaires et puis tous les universitaires savent que les oiseaux sont des dinosaures. C'est quelque chose qu'on voit partout maintenant. Donc les oiseaux sont des dinosaures, donc les dinosaures n'ont pas disparu. La réponse est vraiment très très simple. Et pourtant, si on regarde ce qui sort en science, il y a toujours des gens qui travaillent sur la disparition des dinosaures. Donc il y a vraiment une disparition de quelque chose il y a 66 millions d'années. Et ce quelque chose, en fait, c'est pas tellement le groupe dinosaure qui disparaît, c'est en fait une partie de ce groupe, c'est les grands dinosaures, et donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon scientifique de la disparité, c'est-à-dire des groupes morphologiques très très différents. Donc aujourd'hui, les dinosaures ne sont plus que les oiseaux, mais déjà les oiseaux, entre un pingouin, une autruche, un colibri ou un merle, il y a quand même beaucoup de différences. Mais il y a 66 millions d'années, la disparité elle est encore plus importante puisqu'on a des animaux qui sont les plus grands que la Terre ait jamais portés. On a des quadrupèdes, des bipèdes, des herbivores, des bêtes à cornes, des bêtes qui sont capables de manger des tonnes et des tonnes de feuilles en une seule journée. On a vraiment une disparité incroyable et c'est cette disparité qu'on perd il y a 66 millions d'années. Si on devait retracer les grandes étapes de l'histoire des dinosaures, à quoi ressemblerait cette chronologie ? Alors l'histoire des dinosaures, elle est très ancienne et comme toujours, quand on travaille sur l'origine d'un groupe, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors il faut remonter à la fin du Trias, il y a à peu près 235 millions d'années. On est dans des écosystèmes où déjà, il faut voir que la Terre, il n'y a qu'un seul continent, c'est cette Pangée. Cette Pangée, elle va bientôt se morceler, mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul continent. Sur ce continent, il y a essentiellement des grands reptiles et des reptiles qui sont déjà herbivores, carnivores. Il y en a des petits, des grands. Ils n'ont pas encore la taille des dinosaures qu'on va trouver au Jurassique, mais voilà, il y a beaucoup de reptiles. Et parmi ces reptiles, il y a un groupe qu'on appelle le groupe des archosaures, qui est un groupe très particulier. Et dans ce groupe, on va mettre différents animaux. On va mettre les dinosaures, qui à l'époque sont encore tout petits. Ils font à peine 60 cm de longueur. On va voir un autre groupe aussi qui est très emblématique, c'est celui des ptérosaures, donc les reptiles volants, qui apparaît aussi à ce moment-là. Et puis il y a un groupe qu'on connaît, puisqu'il est toujours présent aujourd'hui, c'est le groupe des crocodiles. Donc tout ça, c'est les archosaures. Et ils apparaissent il y a 235 millions d'années. Il y a d'autres groupes qu'on connaît bien qui apparaissent, il y a des tortues. Les tortues apparaissent à ce moment-là. Il va y avoir les mammifères, donc nos ancêtres, les premiers mammifères, apparaissent aussi à cette époque. Une époque, il y a eu la grande extinction du Permo-Trias il y a 250 millions d'années, et quelques millions d'années après, la vie foisonne, et il y a tout un tas de groupes qui sont là. Mais ces groupes vont rentrer en concurrence les uns avec les autres. Au moment où les dinosaures apparaissent, ils ont une chose de plus que les autres, ils se tiennent droit sur leurs pattes. Ils ont des membres, ce qu'on appelle parasagittaux, donc des pattes bien verticales sous le corps, puisqu'ils sont encore tous bipèdes à cette époque-là. Et très peu de temps après, on va avoir une diversification des dinosaures. Et cette diversification des dinosaures, en fait, elle est probablement liée à une extinction
Et à la fin du Trias, je vous parlais de l'histoire de la Terre, l'histoire des dinosaures est intimement mêlée avec celle de la planète. Et à la fin du Trias, l'Atlantique commence à s'ouvrir. Et en s'ouvrant, il va y avoir des grandes provinces magmatiques qui vont apparaître, des grands épanchements magmatiques. Et ça va provoquer des extinctions, des changements climatiques. Et il y a beaucoup de grands groupes de reptiles qui ne sont pas des archosaures qui vont disparaître. Et les dinosaures probablement profitent de ces extinctions. Et c'est eux qui vont coloniser la plupart des écosystèmes au début du Trias. Mais on parlait de disparité tout à l'heure et il n'y a pas beaucoup de disparité. Il y a ce qu'on appelle des prosauropodes, donc des espèces d'animaux qui sont bipèdes, qui sont déjà très très grands, qui sont herbivores, et il y a des tout petits carnivores, mais c'est à peu près tout ce qu'on connaît. Et il faut attendre 180 millions d'années et probablement une deuxième extinction, un petit peu plus mineure, mais qui est bien là et qui est liée à l'ouverture non plus de l'Atlantique Nord, mais de l'Atlantique Sud, pour voir là vraiment les groupes de dinosaures se diversifier et on va voir apparaître les tyrannosaures, les oiseaux, les brachiosaures, les diplodocidés, enfin tous les dinosaures qu'on connaît. Il faut attendre 180, 170 millions d'années pour que ces groupes commencent à se diversifier. À partir de là, c'est l'âge d'or des dinosaures. Donc ils vont suivre leur petit bonhomme de chemin. Il va y avoir une évolution qui est liée à des changements climatiques. Tout de suite, on va continuer à morceler la plongée, donc on va avoir des endroits où on va avoir un peu plus d'endémisme que d'autres. On va avoir donc une évolution, on va dire, somme toute, assez classique. Et toute cette histoire va s'arrêter malheureusement, effectivement, il y a 66 millions d'années, où on arrive à cette fameuse crise qui va provoquer la disparition de tous les dinosaures non aviens, donc qui ne sont pas des oiseaux. Et cette disparition, on la connaît plutôt bien aujourd'hui. Alors on la connaît bien et on la connaît mal. On la connaît très bien dans le sens où on sait que les dinosaures disparaissent, mais pas que. Les ammonites aussi vont disparaître, les ptérosaures vont disparaître aussi, les grands mosasaures, les grands reptiles marins aussi vont disparaître. Donc ça, on est sûr, il n'y a plus de discussion autour de ça. Et après, par contre, il y a encore des discussions sur la cause de cette disparition. Alors là aussi, on a des certitudes. On sait qu'il y a une météorite qui tombe il y a 66 millions d'années sur la péninsule du Yucatan au Mexique. On sait qu'il y a encore une province magmatique qui se met en place, mais ce coup-ci, c'est en Inde. L'Inde, à ce moment-là, a commencé sa remontée vers le nord et vers l'Asie, et elle passe sur le point chaud de la Réunion, et donc il y a une énorme province magmatique qui se met en place, donc qui probablement provoque des dégazages, des changements climatiques. Elle a un rôle dans tout ça, et on sait aussi qu'il y a une baisse du niveau marin. Donc voilà, donc ces phénomènes-là ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas la même intensité. Baisse du niveau marin, ça se fait sur plusieurs millions d'années. La province magmatique des trappes du Décan en Inde, ça va se faire sur à peu près 600 000, 700 000 ans. Par contre, la chute d'une météorite, c'est une seconde avec les dégâts que ça provoque par la suite. Donc toute la question de la disparition des dinosaures et de tous ces animaux, donc ce qu'on appelle la crise Crétacé-Tertiaire, toute la question aujourd'hui consiste à remettre les choses dans le bon ordre chronologique. Donc tout le monde n'est pas encore d'accord sur le déroulé de cette crise, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une crise et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a probablement plusieurs facteurs qui participent à cette crise. Qu'est-ce que ces grandes extinctions passées, dont la crise du Crétacé, peuvent nous apprendre sur ce qu'on est en train de vivre, nous, maintenant, aujourd'hui ? Quand on travaille sur des extinctions, on va mesurer les taux de disparition, c'est-à-dire qu'on prend une tranche de temps et on regarde combien d'espèces disparaissent sur cette tranche de temps. Donc si on regarde ce qui se passe à l'époque des dinosaures, le découpage il n'est pas très très fin, donc on travaille sur des périodes qui sont aux alentours de 50 000 ans, 60 000 ans. On ne peut pas découper le temps plus finement que ça. Et on se rend compte qu'à cette époque-là, au moment où les dinosaures disparaissent, c'est près de 70% de taux d'extinction, quelque chose dans ce goût-là. Donc ça, on peut le mesurer, mais sur une échelle de temps assez importante. Si on regarde les taux d'extinction actuels dans la nature, le problème c'est qu'on commence à arriver à des taux d'extinction qui sont similaires. Mais les taux d'extinction qu'on a dans la nature actuelle, finalement on les mesure depuis à peu près une cinquantaine d'années, pas tellement plus. Donc l'extinction qu'on a mesurée chez les dinosaures, qui est une extinction de masse, qu'on a mesuré sur près d'une échelle de temps d'à peu près 1 million d'années. On mesure exactement les mêmes taux d'extinction, mais à l'échelle de 50 ans, au niveau de ce que subit la biodiversité à l'heure actuelle. Donc ça nous dit que l'extinction actuelle, elle est bien réelle, elle est importante, et donc ça nous dit que oui, ça va très très vite. Ça nous dit aussi que les causes sont complètement différentes, puisqu'on a des causes, il y a 66 millions d'années, on en a parlé, qui sont des causes, on va dire, externes aux organismes. C'est pas les organismes qui sont responsables de leur disparition, c'est les aléas de la vie de la planète,
Par contre, aujourd'hui, on sait très bien que c'est les dérèglements climatiques qui sont liés à l'action humaine qui sont les principales causes des extinctions. Donc l'action de l'homme est très présente et c'est cette action qui explique les taux d'extinction qu'on mesure aujourd'hui. L'idée aussi derrière dans tout ça, c'est que on est en train de vivre une autre extinction. Que nous disent les grandes extinctions? Il y a déjà eu 5 grandes extinctions au niveau de l'histoire de la Terre. Les grandes extinctions nous disent que c'est déjà arrivé, que la Terre s'en moque, que, à part les animaux qui disparaissent, les autres s'en moquent. Au contraire, ils s'en réjouissent, puisqu'ils vont pouvoir en profiter. On en a parlé tout à l'heure avec l'origine des dinosaures, qui ont profité de l'extinction d'autres animaux. Et que donc, finalement, cette extinction, elle concerne d'abord les premiers impactés. Et les premiers impactés sur l'extinction actuelle, au bout d'un moment, ça va être nous. Donc voilà, l'espèce la plus impactée est en fait l'espèce qui produit l'extinction. On avait l'habitude de séparer 2 ères entre le Jurassique et le Crétacé, justement parce qu'on avait constaté la disparition de dinosaures entre ces 2 ères. Et pourtant, les fossiles parfois remettent en cause ce qu'on pensait savoir. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert, vous, dans un site en particulier qui s'appelle Angeac, sur cette distinction entre Jurassique et Crétacé? Les fossiles, ils ont plein d'intérêts. Et depuis le 19e siècle, depuis un monsieur qui s'appelait Alcide d'Orbigny, un des intérêts des fossiles, c'est comme on trouve des fossiles dans le temps, à un moment, il y a un fossile, il est là, puis après, il est plus là. Puis entre le moment où il est là, où il est plus là, on peut mettre une limite. Et cette limite, c'est comme ça qu'on a créé tous les étages quand on vous parle des fois de campaniens, de bâtoniens, enfin de tout un tas d'étages. Tous ces étages géologiques sont en fait définis à partir d'extinction d'espèces. Et ces étages, on les regroupe en unités un peu plus grandes, et effectivement, il y a les grandes aires, donc le Jurassique et le Crétacé, et donc on s'attend à trouver une distinction bien visible entre les faunes du Jurassique et du Crétacé, comme on les a par exemple entre le Crétacé et le Tertiaire avec la disparition des dinosaures. En fait, on se rend compte que la limite entre le Jurassique et le Crétacé, elle n'est pas si évidente que ça. Il faut bien comprendre que plus on a des gisements qui sont proches de la limite, que ça soit en dessous ou au-dessus, plus on va pouvoir bien définir cette limite. Et donc là, on travaille depuis une quinzaine d'années à Angeac-Charente, et à Angeac-Charente, on a un écosystème continental qui est complet, on a des petits animaux, on a des gros animaux, on a des pollens, on a des végétaux, donc on a une bonne idée de cet écosystème. Et en fait, plus on avance dans la connaissance, plus on trouve des fossiles et plus on les décrit, plus on se rend compte que ces fossiles ressemblent trait pour trait à des choses qu'on connaît déjà dans le Jurassique. Et donc finalement, on arrive à un moment où on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on a mis la limite entre le Jurassique et le Crétacé à cet endroit-là, puisque en fait les fossiles que je trouve, et qui sont ceux qu'on trouve au tout début du Crétacé, sont les mêmes que ceux du Jurassique. Et bien là, on se pose des questions, et il y a des gens qui se sont emparés du problème et qui voudraient changer la limite entre le Jurassique et le Crétacé, et la remonter un petit peu, parce qu'effectivement, il n'y a pas que Angeac, il n'y a pas que les dinosaures qui nous racontent ça, il y a des pollens, il y a des faunes marines qui nous montrent que finalement la limite Jurassique-Crétacé telle qu'elle a été définie au 19e siècle, elle est peut-être pas si bien définie que ça, et c'est le travail des scientifiques de plus en plus d'essayer de préciser les choses, et surtout de ne pas arriver avec des vérités et de se dire c'est comme ça, la limite elle a été définie comme ça. Non, la limite elle a été définie comme ça il y a 50 ans, maintenant rien n'empêche de la changer si on fait des nouvelles découvertes, et ça nous amène à l'importance de ces nouvelles découvertes. Vous nous avez parlé du site d'Angeac-Charente, du terrain au labo. Expliquez-nous un peu comment vous travaillez. Alors au début, la découverte d'un fossile, c'est des petits indices au niveau du sol. On va trouver un petit bout d'os qui émerge du sol. Alors il faut avoir l'œil. Moi, quand j'ai commencé ce métier-là, j'ai désespéré. Ma première campagne de fouilles, je me suis dit, bon, va falloir que je change de métier parce que là, les collègues, ils voient plein de choses partout. Moi, je vois rien du tout. Et puis finalement, on apprend. C'est comme tout. Il y a aussi une expérience qui est là. Et donc, ça commence par un petit centimètre carré. Puis ce petit centimètre carré, vous êtes avec votre burin, votre couteau à huître, votre pinceau. Tout dépend de la nature du sédiment. Puis vous commencez à dégager un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Alors des fois, ça s'arrête. C'est un fragment d'os qui va malheureusement rien vous apporter, et puis des fois votre petit centimètre carré qui dépasse, à l'arrivée c'est un fémur qui fait 2 mètres de long, ou alors ça va être une suite de 5 ou 6 vertèbres, ou alors ça va être une mâchoire d'un crocodile. Donc ça commence comme ça, et on va sortir cette pièce-là. Ça c'est la première étape, c'est vraiment la partie fouille, le but c'est de collecter les objets.
Le plus important aussi, c'est de les contextualiser, c'est-à-dire qu'un objet sorti de son contexte perd beaucoup de sa valeur scientifique. Ce qui est important, c'est de voir les objets, leur place les uns par rapport aux autres. Est-ce qu'ils sont vraiment au même niveau? Est-ce qu'il y a des traces dessus? Donc il faut vraiment qu'on contextualise nos découvertes. Donc on a tout un tas de protocoles pour faire ça le mieux possible. Après, on va ramener ça en laboratoire. Au laboratoire, il va y avoir un énorme travail de préparation des fossiles, parce que si vous manipulez le fossile comme ça, vous allez le casser, vous allez le briser. Donc des fois, il y a des squelettes de dinosaures qui ont pris 3 ans, 4 ans de travail derrière pour être préparés. Puis il y en a qui prennent juste 2-3 mois, donc ça va dépendre des pièces, véritablement. Et à partir de là, vous allez récupérer du matériel. Vous allez travailler sur des choses très très grosses. Des fois, vous allez travailler sur des choses très petites. Parce que bien évidemment, dans un écosystème, les animaux les plus nombreux sont les animaux de petite taille. Donc il faut aussi regarder tout ce qui est microfossiles, plantes, pollen, les microvertébrés. Une dent de lézard, ça peut pas se voir à l'œil nu. Donc pour ça, on va faire du tamisage. Il y a aussi tout un protocole pour récupérer ces données-là. Donc vous accumulez les données patiemment sur la durée, et petit à petit, vous commencez à reconstruire un écosystème, et puis vous allez élargir à un moment, vous allez sortir de votre petit périmètre, puis vous allez commencer à comparer à un gisement qui est connu à côté, qui est proche au niveau géographique, puis vous allez voir qu'il y a des choses qui sont communes, puis vous allez voir des choses qui sont différentes, puis des fois vous allez trouver le même dinosaure qu'en Afrique du Nord et en Europe, et là vous vous dites, ah bah tiens, c'est marrant, à l'époque, probablement les animaux pouvaient passer d'un continent à l'autre. Voilà, vous allez pouvoir confronter vos données par rapport à l'histoire évolutive de ces animaux, et puis par rapport à l'histoire de la Terre aussi. Alors votre dernière trouvaille, c'est un nouveau sauropode. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Ça fait 15 ans qu'on fouille à Angeac, et au bout de 15 ans quand même, quand vous êtes travaillé sur le même gisement, qui est très grand, mais dont on semble avoir fait le tour, on se dit, on a trouvé à peu près tout ce qui était trouvable. On a déjà 11 ou 12 espèces de dinosaures différentes, et donc on se dit maintenant, il y a des dinosaures qu'on connaît bien, puis il y en a, on les connaît juste par 2 dents ou 3 os, donc on se dit, on aimerait bien quand même avoir plus d'éléments de ce dinosaure-là. Et donc l'été dernier, comme d'habitude, on faisait un petit peu notre liste au Père Noël, en train de se dire, on aimerait bien trouver ça, on aimerait bien trouver ça. Et puis on a commencé à trouver sur une nouvelle parcelle des os gigantesques du bassin et des vertèbres de dinosaures, et on s'est dit, c'est chouette, c'est notre grand dinosaure qu'on connaît déjà, plutôt bien, mais les pièces n'étaient pas forcément articulées, puis là il y avait un petit peu d'articulation et tout, donc tout le monde était ravi en se disant, ça y est, on commence à trouver des squelettes articulés de notre grand Thuriasaure, puisqu'on avait trouvé un Thuriasaure. Puis rapidement on commence à trouver des dents aussi de cet animal-là, et ces dents, on se rend compte qu'elles sont en fait très très différentes de notre Thuriasaure qu'on connaissait déjà, et en fait on s'est rendu compte assez rapidement que on avait affaire à une nouvelle espèce de dinosaure sauropode qu'on ne connaissait pas encore en Angeac. C'est un animal qu'on appelle Macronaria, donc des animaux à grosses narines. Il y en a un qui est très célèbre, c'est le Camarasaurus qui vit aux États-Unis à la fin du Jurassique supérieur. Donc c'est un animal qui est plus ou moins proche de celui-là qu'on a découvert. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a trouvé 2 énormes dinosaures, donc 2 sauropodes. Donc le Thuriasaure fait à peu près une 30aine de mètres de long, notre Camarasaure en fait une 20aine, donc 2 herbivores géants dans le même gisement, et surtout, ils datent vraiment de la même époque. C'est-à-dire que ces 2 animaux qui se côtoyaient à l'époque, qui vivaient l'un à côté de l'autre, et du coup, il y a plein de questions qui arrivent, c'est de dire, alors ils sont un petit peu différents au niveau de l'anatomie, les dents sont pas tout à fait les mêmes, mais elles se ressemblent quand même un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Est-ce qu'ils avaient un régime alimentaire différent? Est-ce qu'il y en a un qui était plutôt fougère, l'autre plutôt conifère? Ou est-ce que les deux mangeaient indifféremment? Voilà, donc il y a plein de questions qui commencent à apparaître, et notre travail maintenant, ça va être de répondre à ces questions-là. Et pour répondre à ces questions-là, on va partir sur des études au niveau géochimique, microscopique. On va peut-être probablement travailler sur les surfaces d'usure des dents, donc aller voir au microscope si les dents sont usées de la même façon pour les deux, et peut-être que si elles sont pas usées de la même façon, ça va suggérer qu'ils n'avaient pas la même alimentation. Donc il y a tout un questionnement scientifique qui se met en place, et c'est passionnant. Une question qu'on se pose par rapport à la découverte d'une nouvelle espèce de dinosaure, c'est qu'à un moment donné, il va falloir la nommer. Comment ça se passe en général? Donc déjà, il faut montrer que c'est une nouvelle espèce, donc il faut comparer notre dinosaure ou n'importe quel autre animal à tout ce qu'on connaît, et lui trouver des caractères qui sont bien différents des autres pour dire, voilà, moi j'ai tous ces caractères qu'on connaît chez aucun autre dinosaure, donc je peux lui donner un nouveau nom. Et à partir de là, on va se référer à un code international qui s'appelle le Code international de nomenclature zoologique, qui nous donne les règles pour nommer les espèces. Donc par exemple, pour nommer une espèce, on sait que c'est toujours ce qu'on appelle des espèces binomiales. Depuis l'inné, on a un nom de genre et un nom d'espèce.
hein. Nous sommes des Homo sapiens, on a des Tyrannosaurus rex. Donc là, mon dinosaure, pareil, il aura un nom de genre et un nom d'espèce. Et après, c'est nous qui allons le faire. Alors, des fois, on fait appel à des localités. Donc là, peut-être qu'il y aura un jour un Ankylosaurus, et puis peut-être qu'on le dédiera à certaines personnes qui nous ont aidés. Donc c'est des choses qui se font couramment. Des fois, on va se rapporter à des particularités anatomiques de l'animal. Par exemple, Christatosaurus, c'est le lézard à crête, parce que l'animal avait une crête, tout simplement. Et puis, de temps en temps, on s'amuse. Donc moi, je m'étais amusé avec un petit dinosaure qui est devenu célèbre. Alors, pas célèbre parce que c'est un beau dinosaure et qu'il est bien connu, parce qu'il est connu que par 4-5 os. Et donc c'est un animal qui s'appelle Pyroraptor Olympius. Et Pyroraptor, il y a quelques années, j'ai eu la surprise de le voir apparaître dans Jurassic World. Et en fait, je pense que c'est le nom qui avait plutôt interpellé les gens qui ont choisi les dinosaures. Donc Pyroraptor Olympius. Olympus parce qu'on l'avait trouvé au pied du mont Olympe, mais pas le mont Olympe en Grèce. Il se trouve qu'il y a un mont Olympe dans le bassin d'Aix-en-Provence, juste à côté de Tretz. Et le gisement dans lequel on avait travaillé était au pied du mont Olympe. Et je l'avais appelé Pyroraptor, un raptor, parce que tous les raptors, c'est ces petits dinosaures carnivores qui ont cette grande griffe hypertrophiée. Donc il se trouve que notre animal appartenait à ce groupe-là. Et puis Pyro, parce qu'on l'avait retrouvé après un feu de forêt. Donc Pyroraptor, ça faisait le voleur de feu, ça nous ramène à Prométhée, enfin voilà. Tout ça, c'est contraint par des règles qui sont bien là. On peut pas faire ce qu'on veut avec les noms, mais on peut s'amuser à faire des dédicaces, on peut s'amuser à raconter des petites histoires autour de ces noms. On sent que vous aimez vraiment le terrain. Pourquoi, selon vous, il faut continuer à faire ce travail de terrain et continuer à creuser? Pourquoi c'est important? C'est important parce que la seule façon qu'on a de produire des nouvelles données, c'est le terrain. Alors maintenant, on peut analyser ces données de façon différente. Et ça, du point de vue de l'analyse, il y a toutes les technologies de pointe qui sont là. Effectivement, on n'analyse plus du tout les animaux aujourd'hui comme on le faisait il y a même 30 ans ou 40 ans. Mais ces technologies, des fois, elles coûtent très très cher. Quand on va passer un arrière-crâne de dinosaure dans un synchrotron, donc dans un accélérateur de particules, le prix pour 3-4 jours de synchrotron, avec ça, vous pouvez faire facilement un mois de fouille ailleurs. Donc il y a aussi le coût de tout ça. Il faut se redemander de temps en temps, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux l'analyse ou est-ce qu'il vaut mieux produire des données? Parce qu'analyser les données, c'est bien, mais au bout d'un moment, quand tout le monde a analysé les données, si ces données n'apportent plus grand-chose, et surtout si les modèles utilisés, les techniques utilisées se contredisent, c'est ce qui arrive parfois, eh ben, ça veut dire qu'on n'a simplement pas assez de données. Donc c'est toujours important d'aller chercher ces données, et tout naturaliste qui se respecte doit vraiment consacrer un petit peu de temps pour aller chercher ces nouvelles données, parce que finalement on se rend compte dans l'histoire de la paléontologie que les principales avancées scientifiques qui ont été faites, elles l'ont été parce qu'on avait trouvé des nouveaux gisements, des nouvelles données, et c'est souvent la découverte du fossile machin à tel endroit qui fait le lien entre deux choses, qui amène souvent des nouvelles idées et permet d'avancer souvent très très vite. Et alors, pour des jeunes personnes qui voudraient devenir paléontologues, vous dites qu'il y a encore des choses à découvrir et du terrain à faire? Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le diplôme de paléontologue, mais qui font de la paléontologie. Il y a plein de gens qui passent leur week-end à aller chercher des fossiles. Il y a des gens qui sont penchés par terre sur des plages en France, en Normandie. Ils sont en train de chercher des fossiles. Donc on essaye de créer de temps en temps des relations avec ces réseaux d'amateurs. Mais il y a plus d'amateurs, malheureusement, qu'il n'y a de paléontologues. On n'arrive pas à traiter souvent toutes les découvertes qui sont faites par les uns et les autres. Des fois, il y a des découvertes fortuites aussi par des gens qui sont pas spécialement férus de paléontologie, mais à un endroit, ils voient quelque chose et puis ils nous appellent et des fois, comme ça, il y a des belles découvertes. Et donc, il y a encore beaucoup d'endroits sur lesquels on peut aller. Je pense que personne ne pensait trouver un gisement comme celui d'Anjac en France, et pourtant il y a d'autres terrains qui sont en cours par d'autres équipes où il y a des très très belles choses qui sont en train de sortir. Donc il y a encore des belles découvertes à faire en France. Moi je suis en relation avec pas mal de collègues aussi en Espagne, dans lesquels ils ont des terrains de jeu qui sont incroyables. Et puis il y a tout un tas de pays sur lesquels on travaille depuis longtemps, en particulier en Afrique du Nord, le Maroc qui est un pays incroyable, c'est un des pays les plus riches en fossiles. Toute l'Asie est en train de s'ouvrir, il y a des collègues sud-américains aussi qui sont en train de travailler sur plein de nouveaux gisements. Donc voilà, il y a encore plein de nouveaux gisements à exploiter. Et puis, il y a des terrains qui ne sont pas accessibles pour des raisons souvent géopolitiques. Et donc, c'est des choses qu'on mettra en suspens et qu'on espère un jour pouvoir aller explorer. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire sur le terrain. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça demande des budgets aussi. Il ne faut pas se le cacher. Et puis, beaucoup d'huile de coude.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Ronan Alain, paléontologue au Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Flora Trouillou. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.